Chapitre 1. La mémoire manquante. Tout commença, comme beaucoup des affaires les plus complexes de Poirot, par une lettre écrite d'une main tremblante et remise à une heure où la plupart des foyers respectables s'éveillaient encore. Le soleil matinal n'avait pas encore fait fondre le givre argenté qui s'accrochait au toit de Londres, qu'Hercule Poirot, impeccablement vêtu et savourant sa première tasse de chocolat chaud, brisa le cachet de cire rouge d'une épaisse enveloppe, adressée simplement à Monsieur Hercule Poirot, détective privé de distinction. À l'intérieur se trouvait une supplication élégante, désespérée et étrangement fragmentée. L'expéditeur, un dame Winifred Hemsley, de Hemsley Manor, dans le Surrey, affirmait que son mari avait disparu 3 jours auparavant. Pourtant, ce n'était pas sa disparition qui l'inquiétait le plus, mais le fait qu'à son retour le lendemain soir, pâle, tremblant et vêtu de vêtements qui ne lui appartenaient en pas, il jura ne se souvenir de rien de la semaine écoulée. Aucun indice sur l'endroit où il était allé, ni sur la façon dont il s'était retrouvé en possession d'une montre-bracelet tachée de sang et gravée des initiales d'un autre homme. Les sourcils de Poirot se levèrent délicatement. Une disparition avec amnésie, la surveillance d'un autre homme et une femme qui craint ce que la mémoire pourrait révéler, murmura-t-il. Il y a ici, mon ami, quelque chose qui offense l'ordre et la logique de l'univers. À midi, Poirot était en route pour le Surrey, sa valise bouclée, ses moustaches soigneusement épilées, et l'esprit déjà occupé par de petites réflexions grises. Hastings, toujours loyal et joyeusement indifférent aux calculs intérieurs du détective, l'accompagnait, remarquant l'air frais de la campagne et l'agréable idée d'un déjeuner dans un manoir. Poirot ne fit qu'un faible sourire. Il pressentait que cette affaire n'apporterait aucun réconfort, ni à l'estomac, ni à l'âme. Quand ils sont arrivés à Manoir Hemsley, l'endroit respirait un malaise discret. C'était une belle propriété géorgienne entourée d'ormes nus, mais l'air était lourd, ce silence qui suit un scandale murmuré. Lady Hemsley en personne les accueillit à l'entrée, gracieuse, raffinée, mais pâle comme un parchemin. Son regard se posait souvent sur le grand escalier derrière elle, comme effrayée par ce qui pourrait descendre. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, je vous remercie d'être venu si vite. Mon mari est en haut. Le médecin dit qu'il n'est pas malade, seulement changé. Et hier soir, il s'est produit quelque chose de terrible. Le gendarme local pense à un vol, mais je sais que ce n'en était pas un. » Elle les conduisit dans un salon où l'air embaumait une légère odeur de lavande et de fumée. Sur la cheminée se trouvait un petit plateau en argent sur lequel reposait une paire de gants tachés de boue séchée et de ce qui ressemblait fort à du sang. À côté se trouvait l'objet mentionné dans la lettre. Une montre-bracelet avec les initiales P et D d'Aval. Poirot souleva la montre avec une délicatesse extrême, l'examinant en plissant les yeux. « E.D. de la Vadla », répéta-t-il doucement. « Et pourtant, le mari s'appelle Edward Hemsley. »« Oui, dit-elle, Edward Dominic Hemsley. » Hastings se fronça les sourcils. « Alors, oh, bien sûr, ses initiales du deuxième prénom sont les mêmes. » Lady Hemsley secoua la tête. « Non, capitaine Hastings, le deuxième prénom de mon mari est François. Il n'a aucun lien avec aucun IDW que je connaisse. » Poirot posa soigneusement la montre, son regard s'attardant sur son cadran craquelé et sa faible odeur métallique. Nous nous posons alors une question des plus intéressantes. Pourquoi un homme revient-il chez lui après sa disparition avec la montre d'un autre homme, et un qui porte du sang dessus? À l'étage, Edward Hemsley était assis dans son bureau, ses traits autrefois marqués et creusés, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les salua. « Vous êtes Poirot, n'est-ce pas? Ma femme insiste sur le fait que vous pouvez trouver la vérité là où il n'y en a pas. Mais quelle vérité peut-on trouver dans un esprit qui refuse d'obéir ?» Poirot l'observa en silence, ses yeux perçants, le tic nerveux au coin gauche de sa bouche, ses doigts qui s'agitaient sans cesse sur le bureau, alors qu'aucun papier n'y était posé.
Puis, le détective prit la parole, d'un ton doux mais ferme. « Peut-être, monsieur, ce n'est pas le souvenir qui s'est évanoui, mais le courage de le regarder. » À ces mots, l'expression d'Hemsley vacilla. Il semblait sur le point de parler, mais on frappa à la porte. Un agent en uniforme entra, tenant une enveloppe cachetée. « Pardonnez-moi, Lady Hemsley, » dit l'homme d'un ton grave, « mais nous avons trouvé quelque chose dans la vieille carrière près des bois du Nord. Il semble que ce soit un pardessus d'homme, et à l'intérieur, les papiers d'identité d'un monsieur Edmund D. Ray. » Lady Hemsley haleta. Édouard devint blême. Poirot hocha lentement la tête, comme si le motif d'une tapisserie commençait à apparaître derrière les fils. « Edmund D. Ray, EDW, » murmura Poirot. Ainsi les initiales ont trouvé leur propriétaire. Maintenant, il faut se demander comment le manteau d'un homme et la montre d'un autre peuvent-ils se retrouver sur la personne d'un troisième, qui prétend ne rien se souvenir. L'agent hésita. « Il y a encore une chose, monsieur. On a trouvé, un revolver, un coup de feu, pas d'empreinte digitale. » Pendant un instant, le silence régna dans le bureau. Poirot tourna son regard vers la fenêtre, où les premières gouttes de pluie commençaient à tracer de fines lignes tremblantes sur la vitre. « Madame, dit-il doucement à Lady Hemsley, je vous en prie, personne ne doit quitter la maison. Nous devons maintenir l'ordre, n'est-ce pas? Le chaos est déjà bien assez présent dehors. » Il se tourna vers Hastings d'une voix basse mais calme. « Nous sommes maintenant en présence, mon ami, de quelque chose de bien plus subtil qu'un meurtre. Il s'agit de la disparition, non pas d'un homme, mais de la vérité elle-même. » Et avec cela, Hercule Poirot, maître du labyrinthe humain, a commencé sa guerre silencieuse contre la tromperie, une bataille menée non pas avec la force ou les preuves, mais avec la lumière fragile et brillante de la raison. Chapitre 2. Le rassemblement des suspects. La pluie ne cessait pas. Le soir, le manoir d'Hemsley semblait coupé du monde. Le crépitement régulier contre les fenêtres résonnait presque comme le tic-tac d'une horloge attendant une révélation. Le gendarme avait veillé à ce que personne ne quitte les lieux, même les domestiques, silencieux et inquiets, se déplaçaient avec la prudence discrète de ceux qui pressentent le malheur planer à leur portée. Poirot, toujours sensible aux atmosphères, était assis dans un fauteuil à haut dossier près de l'âtre. Il avait demandé que tous les présents au manoir se rassemblent dans le salon. Lady Hemsley, d'un sang-froid tendu mais intact, obéit. Ses yeux se posaient de souvent sur son mari, assis à l'écart, le regard perdu dans le vague. Ce petit groupe formait un curieux mélange, 6 âmes, chacune portant son propre fardeau de malaise. Il y avait monsieur Alfred Pritchard, l'associé d'Hemsley, un homme trapu au teint rouge et à l'air de quelqu'un habitué à commander. Ses boutons de manchette brillaient, ses yeux moins. À côté de lui était assise mademoiselle Clara Vallella, compagne personnelle de Lady Hemsley, pâle, silencieuse, avec un visage qui semblait taillé dans le marbre anxieux. Un livre reposait sur ses genoux, fermé mais serré comme pour lui offrir une protection. Le 3e chiffre était Dr Lionel Ware, le médecin de famille, au regard perçant et réservé, son habit sombre impeccablement repassé. Il avait soigné M. Hemsley depuis son retour et semblait considérer la présence de Poirot avec une légère irritation, comme si l'ordre avait été perturbé par l'arrivée d'un génie. 2 autres ont complété le cercle. Madame Wilcox, la vieille gouvernante dont les années de service l'avaient laissée à la fois loyale et lasse, et Charles Penn, le jeune chauffeur, dont les regards nerveux vers Lady Hemsley trahissaient une admiration qu'il ne pouvait dissimuler. Poirot se leva avec une cérémonie délicate, les mains jointes. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix précise, « c'est extrêmement pénible, cette histoire de mémoire perdue. Mais ce qui me trouble davantage, c'est que chacun dans cette maison exprime, une culpabilité, méritée ou imaginaire. Alors mettons au jour toutes les ombres possibles.
Il se tourna d'abord vers son associé. « Monsieur Pritchard, vous et Monsieur Hemsley, vous êtes impliqués dans des opérations financières, n'est-ce pas ?» Pritchard grogna. « Importateur, textiles et machines, une affaire solide. Edward et moi travaillons ensemble depuis 10 ans. »« 10 ans, répéta doucement Poirot. Une amitié alors. L'homme hésita. Les partenaires commerciaux sont rarement amis, monsieur Poirot, mais nous nous comprenions. Ah, et pourtant, on m'a dit qu'il y avait des difficultés. Les yeux de l'homme se plissèrent. Chaque entreprise a ses difficultés. Vous insinuez qu'il y avait des problèmes entre nous? Poirot sourit faiblement. Je n'insinue rien, monsieur. J'observe seulement la façon dont vous serrez votre verre, comme si vous souhaitiez qu'il soit un goulot. Le silence qui suivit ne fut rompu que par Hastings, qui toussa poliment, bien qu'il ne pût cacher une lueur d'amusement. Poirot reporta son regard sur sa compagne, Miss Vale. « Mademoiselle, depuis combien de temps êtes-vous au service de Lady Hemsley ?»« 3 ans, répondit-elle d'une voix faible mais assurée. Je gère la correspondance et la comptabilité. Je m'occupe d'elle quand elle est malade. » Ah, un poste de confiance. Et vous étiez là quand monsieur Hemsley est revenu de son, absence. Ses doigts se crispèrent d'eau sur le livre. Oui, il est arrivé tard. On a entendu la voiture, mais il n'est pas allé dans la chambre de sa femme. Il est allé directement au bureau. Poirot pencha la tête. Un choix curieux pour un homme disparu, n'est-ce pas? Chercher le papier avant l'amour. Une légère rougeur effleura ses joues, mais elle ne dit rien. Le docteur Weger prit la parole brusquement. « Vous insinuez une inconvenance là où il n'y en a pas, monsieur Poirot. Cet homme avait subi un grave choc psychologique. Il avait besoin de calme, pas de confrontation. » Poirot se tourna vers lui. « Et pourtant, vous ne l'avez pas envoyé à l'hôpital. »« J'ai jugé préférable de rester chez lui, » répondit Ware froidement. De plus, Lady Hemsley tenait absolument à ce qu'il reste ici. Lady Hemsley se raidit. Il était confus, certes, mais effrayé aussi. Je me suis dit que s'il était entouré d'objets familiers, il pourrait s'en souvenir. Poirot hocha lentement la tête. En effet, un environnement familier révèle souvent ce que l'esprit cherche à cacher. Il laissa ensuite son regard se poser sur la gouvernante. « Madame Wilcox, on dit que vous servez cette famille depuis avant le mariage. »« Depuis que monsieur Hemsley est tout petit, » dit-elle d'un ton fier mais posé. « Je l'ai vu devenir le maître de cette maison, mais il n'est plus lui-même, monsieur, plus depuis la veille de sa disparition. » Hastings se pencha en avant. « Oh, que s'est-il passé cette nuit-là » Elle hésita, jetant un coup d'œil vers Lady Hemsley. « Ce n'est pas à moi de le dire. » La voix de Poirot s'adoucit, cajoleuse. « Mais vous direz, madame, la vérité est comme un médicament, désagréable peut-être, mais nécessaire. » La femme baissa les yeux. « Ils se sont disputés, monsieur, à propos d'argent, je crois. Le maître avait reçu une lettre. Il l'a déchirée, mais j'ai vu le nom au bas. Edmund Devereux. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. La main de Lady Hemsley trembla. « Vous ne devez pas. » Mais Poirot leva doucement un doigt. « Vous n'en avez pas parlé, madame, dans la lettre que vous m'avez adressée. » Ses yeux étaient écarquillés. J'avais honte. Ça me semblait si sordide de transformer des querelles d'affaires en ce qui était peut-être déjà une tragédie. Poirot inclina la tête. Pourtant, c'est dans le sordide, madame, que se cache si souvent la vérité. Le chauffeur prit alors la parole, la voix hésitante. « Pardon, monsieur, mais si vous voulez connaître la vérité, vous pourriez vous renseigner sur la voiture. » « La voiture ?» Poirot se retourna brusquement. « Oui, monsieur, la Bentley, celle de monsieur Hemsley. Je l'ai trouvée ce matin-là, garée près du portail ouest, de la boue sur les pneus, le moteur froid. Elle n'avait pas servi depuis des semaines. Et il y avait autre chose, un bidon d'essence vide dans le coffre. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Et vous avez dit ça aux gendarmes ? » « Oui, monsieur.
Il a dit que ça ne signifiait rien. Rien du tout, marmonna Poirot dans sa barbe. Mais cela signifie tout, mon cher. Pour un homme sans mémoire, il faut retracer le chemin de ses pas. Il se tourna alors vers Hemsley, resté silencieux, les yeux fixés sur le feu. « Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir quitté la maison cette nuit-là » La voix de l'homme était à peine audible. « Non, seulement des éclairs, une route au crépuscule, des phares, quelqu'un qui criait mon nom, puis plus rien, jusqu'à ce que je me réveille près de la vieille carrière. Le reste est vide. Et la montre ? Je te jure, Poirot, je ne sais pas comment il est arrivé dans ma poche. » Poirot le regarda un long moment, ses mains tremblantes, la sueur perlant sur son front, ses yeux hantés. Puis il dit doucement « Parfois, monsieur, l'esprit se dérobe non pas à l'horreur, mais à la culpabilité. » Lady Hemsley se leva brusquement, son sang-froid se brisant. « Cela suffit. Mon mari est malade. Il n'est pas coupable. Vous ne le tourmenterez pas. » Poirot s'inclina. « Pardonnez-moi, madame, je ne tourmente personne, sauf peut-être moi-même, quand l'ordre des choses m'échappe. Mais déjà j'aperçois la silhouette de quelque chose de curieux. » Il se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie avait cessé. Le ciel était d'un violet meurtri, et dans le reflet de la vitre, le visage de Poirot apparaissait 2 fois, l'un net, l'autre déformé. « C'est ainsi, murmura-t-il, quand la vérité et le mensonge partagent le même cadre. » Il retourna dans la pièce, d'un ton redevenu calme. « Personne ne doit quitter la maison tant que je ne suis pas satisfait. Chacun de vous reste disponible pour répondre à d'autres questions. Pour ce soir, reposons-nous. Demain, nous commencerons à démêler ce que la mémoire cache. » Tandis que les autres se dispersaient, certains maussades, d'autres effrayés, Poirot se tenait près du feu mourant, les mains soigneusement croisées derrière le dos. Hastings s'approcha. « Eh bien, qu'en penses-tu, Poirot ?» Les yeux du détective brillèrent. « J'en fais, mon ami, une énigme des plus élégantes. 6 suspects, 7, si l'on compte l'esprit lui-même, et une vérité cachée, attendant d'être découverte. Demain, nous verrons qui de ces braves gens se souvient de ce qu'il aurait voulu oublier. » Dehors, le tonnerre grondait à nouveau, comme si les cieux eux-mêmes s'opposaient à ce que la nuit était sur le point de révéler. Chapitre 3. Le brouillard de l'esprit se dissipe. Le lendemain matin, le ciel était gris et maussade. La pluie était passée, mais une brume s'accrochait désormais au jardin du manoir d'Hemsley, comme si la demeure elle-même cherchait à se cacher de ce qu'elle contenait. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'inquiétude. Les domestiques parlaient à voix basse, les portes se fermaient doucement, et même le tic-tac de l'horloge du long hall semblait hésitant, comme si le temps lui-même s'était méfié de son avancée. Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris à la boutonnière fraîche, était assis à la table du petit déjeuner avec Hastings, l'air pensif. Devant lui se trouvait une assiette de toast parfaitement beurrée, intacte. Il remua son thé 1 fois, 2 fois, et dit doucement « Mon ami, remarquez-vous comme le brouillard extérieur reflète la confusion qui règne dans cette maison ? Tout le monde voit, et pourtant personne ne perçoit. » Hastings, qui avait déjà mangé la moitié de ses œufs, leva les yeux. « Tu veux dire qu'il cache à tous quelque chose ?» Poirot sourit faiblement. « Mais bien sûr, chaque être humain cache quelque chose, Hastings. La question est, quel secret est devenu un crime ?» Un coup discret interrompit leur repas. C'était Lady Hemsley. Elle paraissait calme, mais de légères cernes perlaient sous ses yeux. « Monsieur Poirot, mon mari se sent un peu mieux ce matin. Il a accepté de vous parler en privé. »« Très bien, madame. Montrez la voie. » Edward Hemsley était assis dans la bibliothèque, une vaste pièce bordée de rangées de volumes reliés de cuir. La lumière matinale éclairait doucement son visage pâle, mais pensif. Son attitude était plus calme que la veille, mais une certaine tension persistait dans son regard.
celui d'un homme en quête de quelque chose dans l'obscurité. « Monsieur Poirot, commença-t-il doucement, je vous remercie de votre patience. Mon esprit me revient par fragments. Je vois des formes, j'entends des voix, mais rien n'a de sens. » Poirot approcha une chaise en face de lui. « Parlons des faits, alors. La nuit de votre disparition, vous avez reçu une lettre d'Edmund D. Wray. Dites-moi, monsieur, qui était cet homme pour vous ?» Un éclair de reconnaissance, puis une hésitation. « Wray. Oui, c'était un fournisseur, des pièces détachées pour l'une de nos usines. On a eu des litiges de paiement, mais rien de grave. Il est venu ici une fois ou deux. » Il fronça les sourcils. « Je me souviens m'être disputé avec lui, mais je ne me souviens plus pourquoi. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et pourtant, monsieur, votre gouvernante se souvient d'une dispute survenue cette nuit-là même, après laquelle vous avez quitté la maison et n'êtes pas revenu pendant 3 jours. » Edward fronça les sourcils, serrant l'accoudoir de son fauteuil. « Je suis parti. »« Oui, je crois. J'ai pris la voiture. Mais après ça, il n'y a que l'obscurité. » Poirot l'observa en silence. Puis, se levant, il alla à la fenêtre. « Voyez-vous, Hastings, le plus curieux est que l'esprit humain, lorsqu'il oublie, n'oublie pas par hasard. Il oublie précisément ce qu'il ne peut affronter. » La voix de Lady Hemsley tremblait. « Vous donnez l'impression que mon mari est coupable d'un crime horrible. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Je veux simplement dire que la vérité, madame, est souvent plus cruelle que notre imagination. » Il inclina la tête vers Edward. « Reposez-vous maintenant, monsieur. J'ai d'autres questions, mais elles attendront peut-être cet après-midi. Pour l'instant, laissez vos pensées vaquer et vagabonder. Parfois, elles reviennent avec des cadeaux. » Alors qu'il quittait la pièce, Hastings parla doucement. « Tu crois qu'il simule sa perte de mémoire qu'à Poirot ? » ?»« Non, Hastings, il n'est pas si intelligent, c'est authentique. Mais une véritable amnésie peut naître non pas de la maladie, mais de la conscience. » La conversation suivante de Poirot fut avec mademoiselle Clara Val, assise près de la fenêtre du petit salon, brodée de points lents et précis. Le fil de soie pâle tremblait entre ses doigts à son approche. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous avez été très fidèle à Lady Hemsley hier soir. J'admire la loyauté, c'est rare. Mais dites-moi, comment êtes-vous arrivée ici ?» Elle hésita. « J'ai été embauchée par une agence il y a 3 ans. Lady Hemsley a été gentille avec moi. Je n'avais nulle part où aller. »« Ah, et Monsieur Hemsley, était-il aussi gentil ?» Elle leva brusquement les yeux. « Oui, bien sûr. Pourquoi me demandes-tu ça ?» Poirot pencha la tête. « Parce que, mademoiselle, quand je vois une jeune femme au caractère réservé tressaillir à l'évocation du nom de son employeur, cela me dit qu'elle craint autre chose que l'impolitesse. » Son sang-froid vacilla. « Vous vous trompez, monsieur Poirot. Je crains seulement les ragots. Il y a déjà des rumeurs sur les humeurs de monsieur Hemsley, ses absences. Je ne veux pas en rajouter. C'est très louable. Pourtant, voyez-vous, taire la vérité par gentillesse peut être l'acte le plus cruel qui soit. Souvenez-vous-en, mademoiselle. » Elle se détourna, les mains légèrement tremblantes. Poirot la quitta en silence, non sans avoir remarqué le motif brodé, un délicat motif de cercles entrelacés, un symbole peut-être de quelque chose qui emprisonnait plutôt qu'il n'ornait. Plus tard dans la matinée, Poirot chercha Dr Lionel Weyril, le trouva dans la véranda, inspectant les plantes avec un détachement professionnel. « Ah, monsieur le docteur, » le salua Poirot, « un endroit des plus tranquilles. Dites-moi, trouvez-vous le soin des fleurs moins pénible que celui des êtres humains ?» Le sourire de Ware était mince. « Les fleurs ne mentent pas, monsieur Poirot. Elles fanent quand elles sont malades. On fait semblant. » En effet, et pourtant parfois, une fleur fanée n'a besoin que de soleil et non de suspicion. Le regard du médecin se durcit.
Si vous insinuez que j'ai échoué dans le traitement de M. Hemsley, je vous rappelle que la médecine a des limites. Vous pouvez jouer avec la psychologie, mais je m'intéresse à l'observable. La voix de Poirot resta calme. Alors, docteur, vous pouvez peut-être observer ceci. Un homme rentre chez lui vêtu d'étranges vêtements, emportant avec lui les affaires d'un autre. Il prétend n'avoir aucun souvenir. Pourtant, vous qui l'examinez, vous ne le soumettez pas à un examen approfondi. Pourquoi? Ware serra les dents. Parce que Lady Hemsley l'interdisait. Elle craignait le scandale. Vous devez comprendre. Le nom de son mari a du poids dans les milieux d'affaires. Poirot hocha la tête pensivement. Ah, on protège donc sa réputation plutôt que sa guérison. Un mal bien anglais, docteur. Il quitta la véranda avec un léger sourire. Hastings, qui l'attendait près de la porte, le suivit dans le couloir. Eh bien, c'était un échange glacial, comme j'en ai jamais vu. Vous ne lui faites pas confiance? Les yeux de Poirot pétillèrent. La confiance, Hastings, c'est comme une tasse en porcelaine fine. Une fois fêlée, elle peut encore contenir du thé, mais on boit avec précaution. Je pense que le bon docteur a des raisons de se protéger et de protéger son patient. Cet après-midi-là, Poirot demanda au gendarme de lui apporter le manteau trouvé à la carrière. Il était posé sur la table du bureau, un vêtement de laine fine, légèrement déchiré, avec une légère odeur d'huile et de terre. Dans une poche, Poirot trouva un petit talon de ticket. Surrey Motor Inn, mardi dernier, chambre 7. Il le contempla avec une immense satisfaction. « Alors, mon ami, dit-il doucement à Hastings, notre fantôme, M. Wray, avait finalement une destination. » Hastings fronça les sourcils. « Tu crois que Wray est mort, alors ?» Poirot tapota légèrement le talon. « Peut-être, ou peut-être que quelqu'un veut nous le faire croire. Quoi qu'il en soit, ce petit bout de papier me dit ce que je désirais le plus savoir. La disparition de M. Hemsley n'était pas un hasard. C'était un rendez-vous. » Il plia soigneusement le billet et le glissa dans sa poche. « Demain, Hastings, nous irons faire un petit tour au Surrey Motor Inn. Pour l'instant, observons. La maison cache encore sa vérité, mais je sens le brouillard se dissiper. J'y vois déjà des formes. » Alors que le soir tombait, Poirot se tenait seul devant la grande fenêtre du salon. Derrière la vitre, la brume roulait sur les champs en vagues douces et fantomatiques. Il murmura doucement. Un homme qui oublie, une femme qui craint, un médecin qui se cache, et une montre qui saigne les initiales d'un autre. Ah, mais bientôt, les petites combien cellules grises auront leur mot à dire. Derrière lui, l'horloge du grand-père sonna 7 coups, réguliers, précis et menaçants. Le son résonna dans les couloirs silencieux, annonçant le calme avant la tempête à venir. Chapitre 4. La première fausse piste. Le lendemain matin, un léger soleil perçait la brume, dorant les pelouses gelées du manoir Hemsley. Poirot, déjà réveillé et impeccablement vêtu, arpentait la bibliothèque avec la précision silencieuse d'un homme, assemblant mentalement les pièces d'un puzzle. Hastings entra, son pardessus à moitié boutonné, son énergie habituelle aiguisée par la curiosité. « En route pour une autre de tes expéditions, hein, Poirot ?» dit-il d'un ton enjoué. « Au Surrey Motor Inn, c'est ça. Je suis sûr que nous retrouverons notre mystérieux Monsieur Wray, assis près du feu, riant du tapage qu'il a causé. » Poirot eut un léger rire. « Ah, mon ami, si seulement la vie imitait ton optimisme. Mais non. La vérité jouit rarement de la chaleur d'un feu de cheminée. Venez, nous ne cherchons pas le rire, mais le silence. Le Surrey Motor Inn se dressait au bord d'une route rurale sinueuse, ses murs de briques rouges humides de brouillard, et son enseigne grinçant légèrement dans le vent matinal. À l'intérieur, c'était le genre d'endroit où l'anonymat s'achète à bon compte. Un hall étroit, une légère odeur de tabac et de poussière, et une réceptionniste qui semblait perpétuellement indifférente à la présence des autres. Poirot se présenta avec une courtoisie discrète, sa carte impeccable. « Madame, je me renseigne sur un client qui a séjourné ici récemment.
un certain Edmund D. O'Reilly, chambre 7, si je ne me trompe. La femme feuilleta un registre en soupirant. Ouais, oui. Arrivé mardi soir, reparti tôt jeudi matin. Payé en espèces. Il n'a pas beaucoup parlé, sauf pour demander un peu d'intimité. On le prenait pour un représentant. Est-ce qu'il a eu des visiteurs? Elle hésita. Un monsieur est arrivé tard, mercredi soir, bien habillé. Il conduisait une Bentley foncée. Ils ont discuté pendant peut-être 1 heure. Des voix fortes, peut-être des disputes. Quand je suis passé, le visiteur partait précipitamment. Je me souviens avoir trouvé qu'il avait l'air effrayé. La moustache de Poirot tressaillit. Très intéressant. Dites-moi, madame, avez-vous vu son visage? Non, monsieur, juste son dos, grand, cheveux blonds, manteau de luxe. Ah! La voix de Poirot s'adoucit. Et après ça, monsieur Way. Il est parti le lendemain matin? Oui, monsieur, je ne l'ai plus jamais revu. Nous avons trouvé la pièce propre, à l'exception d'un verre brisé et de quelques gouttes de quelque chose de sombre sur le sol. J'ai cru que c'était du vin, mais... Sa voix s'éteignit, incertaine. Poirot la remercia d'une révérence polie et demanda à voir la chambre 7. La petite pièce sentait légèrement le renfermé et le cirage. Le lit était défait, les rideaux défraîchis, et le papier peint se décollait légèrement près de la fenêtre. Le regard de Poirot se porta méthodiquement du bureau à l'âtre. Chaque objet, chaque grain de poussière racontait une histoire à ceux qui l'écoutaient. Près de la corbeille à papier, il trouva un petit bout de papier, déchiré, froissé et presque brûlé. Le dépliant avec précaution, il révéla ce qui ressemblait au reste d'une lettre. Seuls quelques mots subsistaient. « Tu dois le faire ce soir. Je ne peux plus attendre. » Elle se doute de quelque chose. Hastings poussa un soupir. « Mon Dieu, Poirot, on dirait du chantage. » Poirot hocha gravement la tête. « Ou une confession, mon ami. La différence n'étant qu'une question de ton. » De retour à Londres plus tard dans l'après-midi, Hastings eut du mal à se contenir. C'est donc clair. Hemsley a dû rencontrer Ray ce soir-là. Ils se sont disputés. Peut-être qu'une bagarre a éclaté, que Ray a été blessé, voire pire, et que Hemsley, sous le choc, a perdu la mémoire à cause du traumatisme. Ça colle parfaitement, non? Poirot esquissa un léger sourire. En effet, Hastings, cela colle avec une précision qui devrait vous inquiéter. Mal armé? Oui. Quand tous les faits concordent trop bien, c'est généralement parce que l'un d'eux a été peaufiné pour s'intégrer à des situations qui ne le concernent pas. À leur retour au manoir Hemsley, le jour avait cédé la place à un crépuscule ambré. Lady Hemsley les accueillit à la porte, l'air fragile d'attente. « Vous avez des nouvelles, monsieur Poirot ?» Il inclina la tête. « Nous avons quelque chose, madame. Vérité ou illusion, nous le verrons bien. » Elle les conduisit au salon, où les autres s'étaient rassemblés. Le docteur Ware près de la cheminée, Mademoiselle Vale réparant tranquillement un bouton défait, le même cuir distinctif que celui de Ray. Hastings expira en tremblant. « Seigneur, elle est morte. Alors c'était-elle depuis le début ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'agenouilla près du corps, scrutant ses traits, ses mains, la faible trace de cendre sous ses ongles. Finalement, il murmura « Non, Hastings, cette femme n'a pas tué. Elle a essayé de dire la vérité. Et pour cela, hélas, m'était réduite au silence. » Il resta planté là, le regard tourné vers le manoir. Ses fenêtres sombres brillaient faiblement au clair de lune, comme des yeux qui observaient. La première ombre, c'était la disparition, dit-il doucement. La deuxième, c'est la mort. Il n'y en aura pas de troisième. Je ne le permettrai pas. Hastings déglutit. Alors tu sais qui est derrière tout ça? Le visage de Poirot était grave. Je sais ce quoi il est, mais qui... Ah, cela se révélera bien assez tôt. Pour l'instant, Hastings, nous devons agir vite. Avant le matin, cette maison doit livrer son dernier secret. Il se retourna vers le manoir, sa silhouette se détachant sur la neige.
L'affaire avait changé, l'air était à nouveau chargé, et le jeu, qui n'était au départ que souvenir et confusion, avait pris une tournure plus sombre, car là où la mémoire fait défaut, le mobile parle. Et Poirot, en écoutant, avait commencé à entendre sa voix. Chapitre 7. L'indice caché de Poirot. Le manoir ne dormit pas cette nuit-là. La découverte du corps de Claraval avait plongé tous les habitants dans un silence partagé, trop profond pour être réconfortant, trop lourd pour être endeuillé. Au matin, le givre collait encore aux fenêtres, comme si même le soleil hésitait à empiéter sur ce que la nuit avait révélé. Poirot était assis dans la bibliothèque, immobile et immaculé, une tasse de café noir devant lui, intacte. Hastings faisait les 100 pas près de l'âtre, le visage pâle sous l'effet de la tension qu'ils avaient ressentie. « C'est monstrueux, Poirot, dit-il enfin. La pauvre fille, quiconque a fait ça. » Poirot l'interrompit doucement. « Quiconque a fait ça, Hastings, l'a fait par calcul et non par passion. Un crime passionnel et désordonné, impulsif, humain, ceci. » Il fit un geste délicat vers la fenêtre, comme s'il désignait le monde lui-même. C'est l'œuvre d'un esprit aussi froid que le givre. Il tue pour maintenir l'ordre. Hastings fronça les sourcils. Ordre, ce n'est pas vraiment le mot. Poirot sourit faiblement. Au contraire. Pour le coupable, le chaos est intolérable. Chaque mensonge doit s'imbriquer parfaitement dans un autre. Mais lorsqu'un fil tremble, comme mademoiselle Veil, la tapisserie doit être coupée pour l'empêcher de se défaire. La porte s'ouvrit doucement, et Lady Hemsley entra. Enveloppée dans un châle pâle, les yeux creusés par les larmes, elle était pourtant étrangement alerte. « Monsieur Poirot, dit-elle doucement, le gendarme souhaite interroger Édouard à nouveau. Est-ce vraiment nécessaire après tout cela ?» Poirot la regarda avec douceur. « Hélas, madame, la nécessité est souvent la cruelle compagne de la vérité. Votre mari doit parler à nouveau, car les morts, voyez-vous, ne peuvent n'être répondre aux questions, mais ils en posent quand même. » Elle ferma brièvement les yeux. « Il est dans le bureau, il n'a pas dormi, ni mangé. » Bien alors son esprit s'ouvrira. Poirot se leva et fit signe à Hastings. « Viens, mon ami, nous devons confronter ce qui reste de mémoire à ce que les morts ont laissé derrière eux. » Edward Hemsley était assis à son bureau, la lumière matinale éclairant des papiers qu'il n'avait pas touchés. Il paraissait plus âgé maintenant, le visage profondément ridé, comme si chaque heure d'insomnie avait gravé son nom en lui. Poirot s'approcha discrètement. « Monsieur, commença-t-il doucement, vous m'avez dit hier que vous vous souveniez avoir frappé Edmund Ray et que votre esprit s'était vidé ensuite. Je vous le demande maintenant. Êtes-vous certain que c'était Ray ?» Hemsley cligna des yeux. « Que veux-tu dire ? Bien sûr que si. » Poirot pencha la tête. « La mémoire, monsieur, est un peintre des plus rusés. Elle retouche ce que le cœur ne supporte pas de voir. Vous avez dit avoir rencontré un homme blond en manteau sombre, n'est-ce pas ? Oui. Alors permettez-moi de vous rappeler que monsieur Ray avait les cheveux noirs. » Le silence s'installa dans la salle. Le front d'Hemsley se fronça, puis s'éclaircit, soudain confus. « Non, non, c'est impossible. Je me souviens de sa voix, de sa colère. » Les voix sont trompeuses. Les apparences changent. Mais les faits, mon cher, ils ne changent pas. Voyez-vous, l'aubergiste a décrit votre visiteur ce soir-là. Un homme grand, blond, bien habillé, parti précipitamment. Pas vrai, mais quelqu'un d'autre. Le regard d'Hemsley se porta vers le feu. Quelqu'un d'autre. Mais alors qui ? La voix de Poirot s'adoucit. C'est bien là la question, n'est-ce pas ? L'homme que tu as rencontré jouait déjà un rôle, et toi, pauvre idiot, tu étais son alibi. Hemsley s'affala dans son fauteuil. Alors, je n'ai tué personne. Poirot ne répondit pas. Son regard se porta sur la cheminée,
où une horloge tic-tac résonnait régulièrement. Une mesure parfaite et rythmée contre la fragilité humaine. Peut-être pas, mais votre silence, monsieur, a permis à un autre de tuer. Plus tard dans la matinée, Poirot parcourut le manoir tel un prêtre dans un sanctuaire, observant sans rien toucher. Dans le salon, il s'arrêta devant le portrait de Lady Hemsley, peint 10 ans plus tôt, l'expression sereine, le regard vif de jeunesse. En dessous était accroché un portrait plus petit, Edward Hemsley, les traits sévères, la pose solennelle. Entre eux, sur la cheminée, se tenait un troisième portrait, inconnu. C'était le docteur Lionel Ware. La monture était modeste, mais son emplacement, directement entre le mari et la femme, ne l'était pas. Le regard de Poirot s'attarda encore un instant, puis il se retourna et remarqua un léger reflet sur la surface laquée du piano. Quelque chose de minuscule y brillait, un fin fil doré. Il se pencha pour le ramasser. « Mon Dieu !» murmura-t-il. La plus petite des choses. C'était une épingle à cheveux, simple, sans ornement, à l'exception d'une minuscule tache d'émail bleu. Poirot la fit rouler délicatement entre ses doigts. « La couleur de Lady Hemsley, » dit-il doucement. Hastings, qui l'avait suivi, fronça les sourcils. « Tu crois que c'est à elle ?» Poirot sourit faiblement. « Je pense que c'était voulu, mais ceci, Hastings, n'est pas l'épingle à cheveux d'une dame qui commande à ses domestiques. C'est l'épingle à cheveux de quelqu'un qui s'habille rapidement et discrètement. Quelqu'un habitué à passer inaperçu. Vous voulez dire, mademoiselle Vail ? Exactement. » Poirot empocha l'épingle. Et pourtant, comme c'est curieux qu'elle se trouve ici sous le portrait de Lady Hemsley. Il regarda à nouveau les 3 portraits, le mari, la femme et le médecin, et ses lèvres se courbèrent légèrement. De l'ordre, toujours de l'ordre, même dans la tromperie. En fin d'après-midi, l'agent revint de l'inspection préliminaire du corps de Clara Vail par le coroner. Il entra dans la bibliothèque où Poirot l'attendait, les bottes couvertes de boue des champs. « Rien de nouveau, monsieur. Un bleu sur la tête, les poumons pleins d'eau. Morte vers minuit, on dirait. Oh, et il y avait ceci. » Il tendit à Poirot une enveloppe cachetée, humide sur les bords, trouvée dans la poche de sa jupe. Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, tachée, mais lisible. L'écriture était délicate, rapide. Il vous a tous menti. Vrai n'était pas mort. Il comptait revenir. Mais quelqu'un d'autre l'a rencontré avant. Dites à Poirot. L'encre s'est estompée à cet endroit, le reste étant flou par l'eau. Hastings expira. Mon Dieu, elle savait donc qui avait tué Vrai. Poirot plia lentement la lettre. Oui, Hastings, et quelqu'un savait qu'elle savait. Il posa la lettre et prit sa montre, jetant un coup d'œil à l'heure. Il est presque 17 heures. Le médecin a déjà terminé sa visite de l'après-midi. Voyons, voulez-vous, comment la vérité se comporte sous l'examen ? Poirot a trouvé Dr. Ware de retour dans la véranda. Il taillait les feuilles mortes d'une rangée d'orchidées. Ses mains étaient fermes et ses manières vives. « Monsieur Poirot, » dit-il sans lever les yeux, « s'il s'agit de la mort de mademoiselle Vail, j'ai déjà fait ma déposition. » « Ah, mais je ne cherche pas à obtenir une déclaration, docteur. Je cherche à comprendre. » Poirot se rapprocha, son regard balayant les ciseaux polis, l'alignement parfait des peaux. « Vous êtes un homme de précision, un homme qui déteste le désordre, n'est-ce pas ?» Ware eut un léger sourire. « Je préfère l'ordre, oui. Est-ce un crime ? » « Avec modération, non. Avec excès, peut-être. » Le ton de Poirot était doux. « Dites-moi, docteur, vous avez soigné M. Hemsley après son retour. Avez-vous remarqué la coupure à son poignet ?» Le médecin se figea. « Quoi ? Ah, vous ne l'avez pas fait. Curieux, car la blessure était légère, mais récente. Le genre de blessure que l'on ressent lorsqu'on porte un bracelet cassé, comme celui retrouvé au poignet de mademoiselle Vail.
Ware perdit ses couleurs. « Tu insinues ?»« Je n'insinue rien, » dit doucement Poirot. Mais j'observais. Le bracelet était autrefois attaché à la montre retrouvée sur M. Hemsley, la montre d'Edmund D. Ray. Et qui, je me le demande, a remplacé ce bracelet avant le réveil de M. Hemsley? Un homme doué en médecine, peut-être? Les mains de Ware se resserrèrent autour des ciseaux. « Tu n'as aucune preuve. » Poirot s'inclina légèrement. « Pas encore, pas encore. Mais la preuve, docteur, est une créature patiente. Elle attend. » Il se tourna vers la porte et marqua une pause lorsque la lumière éclaira la rangée d'orchidées. « Vous les entretenez bien, docteur. Dites-moi, n'ont-elles pas besoin d'une taille soignée pour assurer leur survie ?» La voix de Ware était tendue. « Oui. » Le regard de Poirot croisa le sien. Il en va de même pour les secrets. Élaguer la vérité trop souvent, et la plante meurt. Il quitta la véranda sans un mot de plus. La nuit tomba rapidement. Poirot retourna à la bibliothèque, où le feu avait faibli. Hastings le rejoignit, inquiet. « Alors, vous l'avez déstabilisé, c'est sûr. Mais avez-vous ce qu'il vous faut ?» Poirot se renversa dans son fauteuil, les yeux mi-clos. « J'ai compris le plan, Hastings. Je vois qui a tué Bray, qui a tué Clara Vale, et qui s'est servi de la confusion d'Hemsley comme d'un bouclier. Mais pas encore, pas encore. Je ne le dirai à voix haute. Pourquoi pas? Parce que, mon ami, dit doucement Poirot, avant la révélation vient la justice. Et la justice, comme le parfum, doit être appliquée avec délicatesse. » Il sourit faiblement. « Demain, je les rassemblerai tous. Les petites cellules grises ont terminé leur travail. Maintenant, il est temps que le monde voie. » Dehors, la dernière neige commençait à tomber, silencieuse comme de la cendre, comme si les cieux eux-mêmes attendaient à ce que Hercule Poirot révélerait le matin venu. Chapitre 8. Le rassemblement final. Le lendemain matin, froid et calme, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour écouter. Le manoir Hemsley se dressait sous un voile de brume, ses fenêtres sombres et peu accueillantes, ses cheminées silencieuses. À la demande de Poirot, la maisonnée se rassembla dans la bibliothèque, chacun convoqué par un mot écrit de cette écriture soignée et reconnaissable entre toutes. La longue table en acajou était débarrassée de ses livres et de ses bibelots. Seul subsistait un vase de lys blanc, au parfum léger et inquiétant. Poirot se tenait près de l'âtre, la posture impeccable, le regard brillant d'une intention déterminée. Il ressemblait, comme Hastings le pensait en secret, moins à un détective qu'à un chirurgien, s'apprêtant à pratiquer la première incision décisive. Quand tout le monde fut rassemblé, Lady Hemsley, son mari pâle et renfermé, le docteur Ware aux lèvres pincées, Pritchard furieux près de la fenêtre, et le gendarme fatigué observant depuis la porte, Poirot commença à parler. « Mes amis, dit-il doucement, nous sommes réunis ici parce que la mort a frappé cette maison à 2 reprises. Une fois dans l'ombre, lorsque la mémoire d'un homme a été volée. Une fois dans la lumière, lorsque le corps d'une femme a été retrouvé. » Un silence pesant s'installa. Le ton de Poirot s'adoucit, mais ses paroles étaient pas d'une force d'acier. Vous croyez peut-être tous que l'affaire relève désormais de la police, que M. Hemsley a frappé Edmund Ray sous le coup de la colère, et que la malheureuse mademoiselle Val a payé de sa vie son ignorance. Mais non, cette explication est comme un costume bon marché. Elle tombe trop vite, trop confortablement. La vérité, mes amis, est sur mesure. Le docteur Ware laissa échapper un léger ricanement. « Si vous avez raison, Poirot, je vous suggère d'en parler. » Poirot sourit faiblement. « Patience, docteur, la précision ne se bâcle pas. Il faut d'abord penser à nos joueurs. » Il s'est tourné vers Edward Hemsley, assis, la tête baissée. Monsieur Hemsley, un homme d'affaires, pas un homme violent,
Vous vous êtes disputé avec Ray pour une question d'argent. Il vous a menacé, certes, mais vous ne l'avez pas tué. Vous l'avez simplement rencontré de bonne foi pour régler les choses. Puis quelque chose s'est produit, quelque chose qui vous a brisé l'esprit et vous a fait oublier. Hemsley leva les yeux, le regard vide. Tu veux dire que quelqu'un m'a attaqué? Peut-être. Ou peut-être avez-vous vu quelque chose que votre esprit n'a pas pu supporter. En vérité, monsieur, vous n'avez pas perdu la mémoire par culpabilité, mais par terreur. Un murmure parcourut la pièce. Lady Hemsley serrait son châle. Terreur? De quoi, monsieur Poirot? Le regard de Poirot se posa doucement sur elle. D'avoir été témoin de la mort, madame, mais pas de celle de Ray. Il commença à marcher lentement, le rythme mesuré de ses chaussures résonnant comme le tic-tac d'une horloge. Voyez-vous, Ray est venu à l'auberge ce soir-là pour rencontrer Hemsley, mais un autre homme est arrivé avant lui, un homme aux cheveux blonds que l'aubergiste a pris pour un gentleman. Il était malin, cet homme. Il a organisé la rencontre, intercepté Ray avant l'arrivée d'Hemsley et l'a tué sur le champ. Puis il a pris sa montre et son manteau, sachant qu'il serait maintenant bientôt retrouvé sur le mauvais cadavre. La voix du docteur Ware rompit le silence. Vous insinuez que quelqu'un s'est fait passer pour Ray, pour piéger Hemsley? Poirot inclina la tête. Juste comme ça. Le tueur comptait sur la confusion de monsieur Hemsley, sur ses nerfs sans tête fragiles, sur sa détresse morale. Un bouc émissaire parfait. Hastings fronça les sourcils. Mais Poirot, qui était l'homme blond? Poirot se tourna vers lui, les yeux brillants. Patience, mon ami, nous y viendrons. D'abord, nous devons honorer les morts. Il fit un geste vers les lys. Mademoiselle Clara Val était l'observatrice silencieuse. Elle s'aimait Ray autrefois, et peut-être l'aimait-elle encore. Elle reconnaissait son écriture sur certaines lettres, ses initiales sur la montre, et savait la vérité. Il n'avait pas été tué par colère, mais par silence. Lorsqu'elle a affronté le tueur, elle a signé son propre arrêt de mort. Le visage de Lady Hemsley blêmit. Elle l'a confronté, ici, dans cette maison. Oui, madame, et il l'a réduite au silence près de l'étang, faisant passer sa mort pour du désespoir. Mais le tueur, voyez-vous, a commis une petite erreur. Dans sa hâte, il a négligé ce que j'appelle l'indice du murmure. Le quoi? Murmura Pritchard. Le regard de Poirot s'adoucit de satisfaction. L'indice est si discret qu'il semble ne rien dire. Une épingle à cheveux, petite, sans ornement, avec une touche d'émail bleu. Elle n'a pas été trouvée dans la chambre de mademoiselle Val, mais ici dans le salon, sous le portrait de Lady Hemsley. Il marqua une pause, laissant le silence se durcir. La femme de chambre a juré avoir épousseté cette pièce la veille de la mort de Clara Val. Par conséquent, l'épingle a dû tomber après. Dites-moi, pourquoi mademoiselle Vale, qui habitait l'aile est, était-elle restée si tard au salon? À moins qu'elle n'y ait rencontré quelqu'un qui s'attardait souvent dans cette pièce, peut-être en compagnie de Lady Hemsley elle-même. Lady Hemsley ouvrit les lèvres, mais aucun son ne sortit. Son regard se posa sur le docteur Ware, l'espace d'un instant, mais Poirot le vit. « Ah, dit-il doucement, voyez-vous, c'est toujours le regard qui trahit. » Le docteur Ware se leva brusquement. « Je refuse, vous transformez des coïncidences en accusations. » Poirot se tourna vers lui avec une autorité silencieuse. « Non, docteur, je transforme les mensonges en vérité. Vous avez tué Ray. » Ware se figea, son visage prenant la couleur du parchemin. La voix de Poirot se fit plus ferme, posée. « Lady Hemsley et vous avez été amants autrefois. C'était il y a longtemps, peut-être avant son mariage, ou après, je ne juge pas. Mais vous craignez d'être démasqué. Ray, l'opportuniste astucieux, a découvert votre liaison et a cherché à en tirer profit. Il a menacé vos réputations. Lady Hemsley, désespérée, s'est confiée à vous. Vous avez promis de vous régler du problème. » Lady Hemsley porta la main à sa bouche. « Non, non, Lionel.
Poirot insista doucement. À l'auberge, vous êtes arrivé avant Hemsley, avez attiré Ray dehors et l'avez abattu. Vous avez caché son corps près de la carrière, pris sa montre et son manteau, et les avez placés sur Hemsley lorsque vous l'avez trouvé inconscient sous le choc. Peut-être s'est-il évanoui à cette vue. Vous avez remplacé vous-même le bracelet cassé plus tard, pour essuyer votre propre sang de celui d'origine. C'était votre erreur. La voix de Ware se brisa. Tu ne peux rien prouver. Poirot fouilla dans sa poche et en sortit le petit mouchoir brodé avec la lettre C. Vous avez laissé tomber ceci, docteur, en vous débarrassant du corps de Clara Vale. Un cadeau qu'elle vous a fait, je crois, avant qu'elle ne réalise qui vous étiez. Le fil à broder, voyez-vous, est exactement du même bleu que l'épingle à cheveux. L'agent s'avança, le visage sombre. La défiance de Ware s'évanouit. Elle m'a menacé, balbutia-t-il. Elle a dit qu'elle dirait tout à Lady Hemsley. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle arrête. Le ton de Poirot s'adoucit, presque triste. Et vous l'avez frappé, comme vous avez frappé Ray. Rapidement, efficacement, sans pitié. Vous appelez cela un accident, docteur. Mais chaque accident a son lot de conséquences. Les épaules de Ware s'affaissèrent. Il ne dit rien de plus. Lady Hemsley se leva lentement, les yeux humides d'incrédulité. Pendant tout ce temps, Lionel, vous... Il baissa la tête. Je l'ai fait pour toi, murmura-t-il, pour te protéger. Le regard de Poirot était empli de pitié. Ah, docteur, vous parlez comme si le meurtre était un acte d'affection. Mais l'amour, voyez-vous, ne naît jamais de la peur. Il crée, il ne détruit pas. L'agent s'avança et posa une main sur le bras de Ware. Il n'opposa aucune résistance. Tandis qu'on l'emmenait, Poirot se tourna vers Lady Hemsley, l'air doux. « Courage, madame. Fini les mensonges. Monsieur Hemsley guérira. Et vous, peut-être, avec le temps, pardonnerez. » Elle hocha légèrement la tête, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Et Clara ?» demanda-t-elle doucement. « Elle a essayé de faire ce qui était juste, n'est-ce pas ?» Poirot baissa la tête. « Oui, madame, et le monde est toujours plus pauvre quand de telles femmes meurent. » Il s'avança vers la fenêtre, contemplant la brume qui s'estompait. L'affaire de la mémoire disparue n'a jamais porté sur ce qui était oublié, mais sur ce qui était caché. Maintenant, enfin, la maison peut se souvenir de la paix. Chapitre 9. Le résultat et la justice. Pendant un long moment, après que le docteur Lionel Ware eut été emmené hors de la bibliothèque, personne ne parla. On n'entendit que le faible sifflement du feu mourant et le léger bruissement du châle de Lady Hemsley, assise, tremblante, le regard fixé sur l'âtre comme si les flammes pouvaient encore réécrire le passé. Les pas du connétable s'estompèrent dans le couloir, et le silence reprit possession du manoir Hemsley. Poirot se tenait près de la cheminée, les mains jointes, l'air ni triomphant ni froid, mais teinté de mélancolie. Hastings, incapable de supporter le silence, se servit un verre d'eau à la carafe et parla doucement. « Alors, c'est fini, dit-il. Le meurtrier est arrêté, le mystère est résolu. Tu as récidivé, Poirot. » Poirot ne bougea pas. « Non, mon ami, dit-il enfin, ce n'est pas fini. Quand on découvre la vérité, il reste toujours quelque chose, du chagrin, peut-être, ou de la pitié. » Lady Hemsley s'agita à ces mots, la voix basse et tremblante. « Il a tué pour moi, murmura-t-elle. Je ne le lui ai jamais demandé. Je pensais... » Sa voix se brisa. « Je croyais que c'était mon ami. » Poirot se tourna doucement vers elle. « Madame, vous étiez la raison, pas le commandement. Cette distinction peut vous réconforter, mais pas lui. » Edward Hemsley était assis non loin de là, la tête penchée dans les mains. L'épreuve l'avait vieilli. Son calme autrefois serein avait cédé la place à une fragilité silencieuse. « Et j'ai laissé faire, » murmura-t-il. « Pendant tout ce temps, je me suis cru coupable, et peut-être l'étais-je par lâcheté,
Je ne l'ai pas combattu, je n'ai pas remis en question. J'ai simplement sombré dans l'oubli. Votre esprit, monsieur, dit doucement Poirot, a fait ce que votre cœur n'avait pas pu faire. Il a refusé de voir la trahison. Vous comprenez maintenant pourquoi il vous a protégé? Ce n'était pas la culpabilité que vous ne supportiez pas, mais la déception. Celui en qui vous aviez confiance était votre ennemi. Une telle conscience blesse l'âme plus profondément que n'importe quel crime. Hemsley leva lentement les yeux. Et Clara Valle, elle a essayé de dire la vérité. Elle a été morte à cause de moi. Poirot inclina gravement la tête. À cause de tous de vous, monsieur, la culpabilité est rarement solitaire. C'est une maison où vivent plusieurs personnes. L'une ment, l'autre aime, l'autre se tait. Chacun construit un mur, jusqu'à ce que la vérité s'y étouffe. Lady Hemsley frissonna. Vont-ils le pendre? Les yeux de Poirot brillèrent d'une tristesse sourde. Ceci, madame, ce n'est plus à moi de le dire. Mais je ne le crois pas. Il avouera tout. Après tout, c'est un homme qui a agi non par intérêt, mais par passion, peut-être mal avisé, mais sincère. La justice le verra. Elle se couvrit le visage. J'aurais aimé qu'il m'aime moins. Poirot ne dit rien. Il posa simplement sa main gantée sur son épaule, un geste de compassion qui se passait de mots. Agissant comme d'amparo ce soir-là, le gendarme revint brièvement annoncer que le docteur Ware avait avoué tous ses faits. L'arme, dissimulée derrière une brique détachée du mur de la véranda, avait été retrouvée. Le bracelet de montre original, légèrement taché de sang, avait été retrouvé dans le four du manoir, où il avait tenté de le brûler. Ses aveux correspondaient presque parfaitement à la reconstitution de Poirot, même à l'endroit où il avait frappé Auray, et était revenu plus tard pour traîner le corps dans la carrière. Lorsque le gendarme partit, la maison parut plus légère, mais plus creuse, comme si le poids s'était levé pour révéler le vide en dessous. Les domestiques s'agitaient silencieusement, murmurant résignation et départ. Les lys sur la table commençaient à faner, leurs pétales blancs se recroquevillant comme des doigts se retirant du contact. Poirot dîna avec parcimonie ce soir-là, puis se retira à nouveau à la bibliothèque. Hastings le rejoignit, désireux de combler le silence par quelque chose de moins lourd que le souvenir. « Tu sais, Poirot, dit-il, je ne peux m'empêcher d'admirer l'intelligence de ce type, diabolique, certes, mais astucieuse. Il a tout planifié avec une précision absolue. » Poirot haussa un sourcil. « Mais oui, astucieux, oui. Mais l'intelligence, Hastings, est comme une lame, utile, mais dangereuse, lorsqu'elle essaie de manier sans conscience. Le docteur Ware cherchait à maintenir l'ordre, mais il prenait le silence pour la paix. La paix ne se construit pas sur la tromperie. » Il remua doucement son thé, puis ajouta « Il souhaitait protéger l'honneur de Lady Hemsley, mais il a détruit tout ce qui la rendait digne d'honneur, sa foi en ceux en qui elle avait confiance. » Hastings soupira. Triste affaire, en effet. Pourtant, justice a été rendue. Poirot regarda le feu. La justice, oui, mais le bonheur, non. Quand on commet un meurtre par amour, le châtiment commence bien avant la potence. Il commence dès que le cœur devient une arme. Hastings fronça les sourcils. « On dirait presque que tu as pitié de lui. » Poirot sourit faiblement. « La pitié, mon ami, n'est pas l'ennemi de la justice. C'est son ombre. Sans elle, nous serions des monstres, pas des hommes. » Plus tard, Poirot se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Le brouillard s'était dissipé, révélant le jardin éclairé par la lune, serein, presque trompeur dans son calme. L'étang où Clara Vale avait été retrouvée reflétait la pâle lueur du ciel, désormais immobile et silencieux. Il parlait doucement, comme pour lui-même. « Te souviens-tu, Hastings, comme elle tenait ses mains dans le salon ce premier soir ? Serrées, toujours serrées, comme si elle craignait de lâcher quelque chose d'invisible. »« Oui, dit Hastings, je m'en souviens.
Tu pensais qu'elle cachait sa culpabilité. Poirot secoua la tête. Non, elle s'accrochait à son courage. Elle savait qu'elle vivait dans le mensonge et que la vérité, une fois dite, la détruirait. Pourtant, elle l'a dite quand même. Il est rare, Hastings, de trouver quelqu'un d'aussi honnête que même la mort ne puisse le réduire au silence. Hastings hocha la tête solennellement. « Tu veilleras à ce qu'on se souvienne bien d'elle, n'est-ce pas ?» Poirot sourit faiblement. « On se souviendra d'elle, oui, mais peut-être pas comme elle l'espérait. Le monde honore rarement les petites héroïnes. Mais moi, Hercule Poirot, je ne l'oublierai pas. » Il redressa ses menottes et se tourna vers le hall. « Viens, Hastings, demain nous retournons à Londres. Cette maison n'aura plus besoin de nous. »« Tu pars si tôt ?» L'expression de Poirot s'adoucit. « Quand on dit la vérité, il ne faut pas s'attarder, mon ami. L'air devient trop lourd de souvenirs. » Le lendemain matin, le manoir semblait encore plus calme. Le connétable était parti et une voiture attendait Poirot et Hastings à la grille. Lady Hemsley se tenait à l'entrée pour leur dire adieu. Son calme était revenu, mais son visage était tiré, ses yeux cernés d'un chagrin insomniaque. « Je ne vous remercierai jamais assez, monsieur Poirot, dit-elle. Vous nous avez révélé la vérité, même si je crains que cela ne nous ait coûté trop cher. » Poirot s'inclina profondément. « Madame, la vérité a toujours un prix, mais mieux vaut payer une fois pour la vérité que pour l'illusion. » Elle inclina légèrement la tête, et pour la première fois depuis le début de leur liaison, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Me pardonneras-tu d'avoir douté de toi ?»« Toujours, » dit-il doucement. « Il est humain de douter. Seuls les imbéciles sont certains avant la fin. » Alors que la voiture s'éloignait dans l'allée brumeuse, Hastings se retourna pour jeter un coup d'œil au manoir, une silhouette grise se détachant sur l'horizon pâle. « Vous savez, Poirot, dit-il, je crois que je n'oublierai jamais cet endroit. Il semblait vivant, comme s'il respirait la tromperie jusqu'à ce qu'on ouvre les fenêtres. » Poirot ajusta son chapeau et sourit. « Peut-être. Mais n'oubliez pas, Hastings, même la maison la plus sombre a des fenêtres. Il suffit d'oser regarder à travers. » Ils roulèrent un moment en silence, le bruit des roues craquant doucement sur le gravier. Puis Poirot reprit la parole, presque pour lui-même. « L'affaire de la mémoire perdue, murmura-t-il. Ce n'est jamais l'esprit qui a oublié, c'est le cœur. Et les cœurs, Hastings, se souviennent longtemps après que justice a été rendue. » La voiture disparut de la vue, laissant derrière elle le manoir Hemsley, un lieu autrefois hanté par le silence, désormais laissé à lui-même pour guérir. Chapitre 10. L'outreau. La réflexion de Poirot sur la nature humaine. Le train pour Londres ronronnait doucement sur les rails, son rythme régulier et lointain, tel le battement de cœur d'un monde qui revient à l'ordre. Poirot était assis en face d'Hastings dans un compartiment privé, une petite pile de journaux sur la table devant lui, bien qu'il n'en ait pas déplié un seul. Les yeux du détective étaient mi-clos, ses mains posées sur sa canne, sa posture impeccable comme toujours. Hastings, quant à lui, adossé à son siège, son chapeau sur le front, contemplait la campagne vallonnée. Le soleil matinal filtrait à travers un voile de brume, doux et incolore. Pendant plusieurs kilomètres, aucun des deux hommes ne parla. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était le silence de la pensée, de quelque chose d'accompli mais pas oublié. Hastings finit par s'agiter. « Vous savez, Poirot, dit-il doucement, chaque fois que je crois comprendre les gens, ils me surprennent à nouveau. J'aurais juré que le docteur Ware était le dernier homme en Angleterre capable de meurtre. Il avait l'air si calme, si respectable. » Poirot ouvrit un œil. « Ah, mais le calme, mon ami, n'est parfois que le masque que porte la tempête. Un homme qui doit toujours paraître calme, c'est celui qu'il faut craindre le plus. Car lorsque le cœur brûle sous ce calme, il consume toute raison. » Hastings fronça les sourcils. « Mais il l'a fait par amour, non ? C'était tordu. J'ai presque pitié de lui. » « Presque ?»
Poirot sourit faiblement. Ne te retiens pas, Hastings, aie pitié de lui. Il aimait avec l'aveuglement de l'orgueil, non de la tendresse. C'est là toute la tragédie, non pas qu'il ait tué, mais qu'il ait cru cela nécessaire. Il leva une main gantée et se tapota la tempe du bout du doigt. Voyez-vous ces petites cellules grises, elles peuvent résoudre des meurtres, mais elles ne peuvent pas guérir les cœurs. Le docteur Ware était un homme d'intellect, pas d'imagination. Il pouvait calculer la culpabilité, mais pas le pardon. Il cherchait donc à effacer sa peur, non à l'avouer. Hastings hocha lentement la tête. C'est quand même étrange de penser que tout a pu tourner autour d'une seule chose, le bracelet de montre. Un si petit détail. Exactement, les yeux de Poirot s'illuminèrent. C'est toujours l'infime détail qui révèle la grandeur. Les hommes commettent des méprises des meurtres, mais c'est la poussière, une empreinte de pas, un regard, un bracelet de montre qui les trahit. Ordre, Hastings. Le monde lui-même est fait d'ordre. Brisez-le, et vous laisserez inévitablement des traces de ce trouble. Il se rassit, satisfait. Quand le docteur Ware a remis la sangle, il pensait rétablir l'ordre, dissimulant le chaos. Mais il a oublié la vérité la plus élémentaire. Seuls les innocents recherchent la perfection. Les coupables, eux, rangent trop. Hastings eut un léger sourire. Tu as raison. J'imagine que c'est ce qui te distingue, Poirot. Tu cherches le trop bien. Poirot haussa modestement les épaules. C'est une habitude, née peut-être de la vanité. Je déteste le désordre, qu'il soit d'esprit ou de motivation. Mais dites-moi, Hastings, quelle leçon avez-vous apprise, toi tirée de cette affaire? Hastings réfléchit. Que l'amour et la culpabilité font mauvais ménage, et que la vérité, aussi terrible soit-elle, vaut mieux que le réconfort d'un mensonge. Poirot inclina la tête en signe d'approbation. Ah, tu deviens plus sage, mon ami. Oui, la vérité est toujours meilleure, quoique rarement plus douce. C'est pourquoi si peu de gens la recherchent. Il se pencha légèrement en avant, l'air pensif. Vous souvenez-vous des paroles de Lady Hemsley, le matin de notre départ? J'aurais aimé qu'il m'aime moins. Pauvre femme, elle a compris trop tard que l'amour sans limite n'est qu'une forme d'égoïsme. Le véritable amour, Hastings, laisse place à l'imperfection. Il supporte la faiblesse, il pardonne. Hastings regarda défiler le paysage. Et pourtant, dit-il doucement, elle ne se le pardonnera jamais, Hemsley non plus. Je suppose que c'est la véritable punition, n'est-ce pas? Poirot hocha lentement la tête. Oui, la prison de la conscience n'a ni mur, ni clé. On peut marcher sous le soleil et vivre dans l'ombre. Telle est la justice, mon ami. Ni la potence, ni le procès, mais le cœur qui se souvient, le train grondait, et pendant un moment, ils retombèrent tous deux dans le silence. Poirot prit un journal, l'ouvrit et parcourut la une. Le titre portait les mots prévisibles « Un médecin avoue un double crime. Passion et chantage à Hemsley Manor. » Il soupira. Il simplifie toujours. Ils appellent ça la passion, comme si seul le cœur était coupable. Mais c'était la peur. Hastings, le plus vieux meurtrier de tous. La peur de la disgrâce, de la perte, d'être découvert. Je l'ai vue maintes et maintes fois. Elle se déguise en amour, en ambition, voire en justice. Mais toujours, en dessous, palpite la même lâcheté. Hastings sourit tristement. « Tu as l'air presque cynique, mon vieux. »« Pas cynique, » dit doucement Poirot. « Simplement conscient. L'humanité, mon ami, n'est pas mauvaise, seulement faible. Elle oscille entre le désir d'être bonne et la terreur d'être découverte. Et parfois, dans ce tremblement, elle tue. » Il plia soigneusement le journal et le mit de côté. « Pourtant, je préfère la faiblesse à la méchanceté. On peut guérir la faiblesse, mais la méchanceté, jamais. » Le train ralentit à l'approche de Londres.
L'horizon émergea de la brume matinale, un monde de cheminées, de toits et de flèches. Le regard de Poirot s'adoucit. Ah, Londres, la ville des secrets et de la symétrie. Chaque âme est un mystère, chaque rue un indice inachevé. Hastings rit légèrement. Tu as l'air presque sentimental. Peut-être, dit Poirot en souriant. Les vieillards deviennent sentimentaux, surtout après avoir entendu la vérité. Cela leur rappelle que même la logique, au final, est une forme de foi. Il jeta un coup d'œil à son ami. Vois-tu, Hastings, je ne résous pas les meurtres simplement pour punir. Je les résous pour rétablir l'équilibre, pour donner du sens là où il n'y en avait pas. Car qu'est-ce que le chaos, sinon un monde sans raison? Et qu'est-ce que la raison, sinon mes petites cellules grises qui maintiennent la paix? Hastings rit doucement. Toi et tes neurones, j'ai parfois l'impression qu'ils dirigent le monde. Poirot se renversa en arrière, satisfait. Il ne gouverne pas, mon ami. Il se contente d'observer. Le monde se gouverne lui-même, par ses passions, ses mensonges, ses petites attentions. Je me contente de ranger derrière lui. Le sifflet retentit, sec et définitif, et le train entra en gare de Paddington. Poirot se leva, lissa son manteau et ajusta son chapeau avec une précision parfaite. Hastings rassembla leurs valises et le suivit sur le quai, où la foule s'agitait autour d'eux. Alors qu'ils sortaient dans l'air froid londonien, Poirot marqua une pause, regardant brièvement le ciel gris. Son expression était pensive, presque tendre. « Savez-vous ce que je trouve le plus curieux, Hastings ?» dit-il doucement. Malgré toute son intelligence, le docteur Ware n'a jamais envisagé le pardon. Il pouvait calculer chaque geste, anticiper chaque question, mais pas ça. Le pardon et sa sac est la seule force qu'aucune logique ne peut vaincre. C'est le seul mystère que je ne souhaite pas résoudre. Hastings sourit faiblement. Quel aveu rare de votre part, Poirot. Ah, mais même un détective doit avoir une affaire non résolue, répondit Poirot. Mon cœur est humain. Il bat, il ment, il souffre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il perdure. Vraiment, Hastings, c'est le plus grand mystère du monde. Il prit une dernière inspiration d'air frais, sa moustache luisant sous la faible lumière, puis se tourna vers le taxi qui l'attendait. « Venez, mon ami, le monde n'attend pas les philosophes, seulement les détectives qui arrivent de pile à l'heure. » Ils s'éloignèrent ensemble, disparaissant dans le brouillard londonien. Deux silhouettes se découpant sur la grande machinerie de la ville, emportant avec elles la connaissance tranquille que même dans le crime le plus parfait, c'est l'imperfection de l'humanité qui les trahit toujours. Et quelque part, au plus profond de son esprit, les petites cellules grises de Poirot reposaient, satisfaites, pour l'instant, dans l'ordre fragile qu'elles avaient restauré, dans un monde à jamais, au bord du chaos. Chapitre 11. Le dernier reflet de Poirot Londres était calme cette nuit-là. Une pluie fine balayait doucement les rues, peignant les lampadaires de halos dorés et tremblants. De la fenêtre ouverte de son appartement de Whitehaven Mansion, Poirot observait la ville en contrebas, avec un calme presque empreint de recueillement. C'était un spectacle qu'il avait vu 1000 fois, le flux et le reflux de l'humanité sous l'immense machinerie du brouillard et de la lumière, et qui ne cessait pourtant pas de le fasciner. Derrière lui, la petite horloge sur la cheminée sonna 10 heures, avec une précision élégante. Chaque coup semblait résonner faiblement dans la pièce, se mêlant au rythme de la pluie. Hastings, assis près du feu, leva les yeux du journal qu'il faisait semblant de lire. « Tu es inhabituellement silencieux ce soir, Poirot, » dit-il. « Tu repenses à Hemsley ?» Poirot sourit faiblement sans se retourner. « Ah, Hastings, toujours tu remarques tout. Oui, je pensais à lui et aux autres. L'affaire est terminée, la justice a fait son travail. Et pourtant, quelque part au fond de mon esprit, des pensées inachevées subsistent. Voyez-vous, quand on rétablit l'ordre dans le monde, on ne le rétablit pas si facilement soi-même.
Il ferma doucement la fenêtre, étouffant les murmures de la ville, et se tourna vers le feu. « Te souviens-tu, mon ami, quand j'ai dit que l'affaire du souvenir disparu était en réalité l'affaire du cœur disparu? Je réalise que je ne me trompais pas. Pour l'instant, ils sont tous vivants, mais aucun n'est entier. Lady Emsley erre dans les montagnes, en quête de silence. Son mari longe la mer, là où le vent efface les empreintes avant qu'elles ne soient mémorisées. Et le docteur Ware, il a sa solitude, ses regrets. Chacun a survécu, mais seulement en s'amoindrissant. » Hastings fronça les sourcils. « Et vous, Poirot, vous parlez comme si vous aviez vous-même subi une perte. » Poirot laissa échapper un léger soupir, presque amusé. « Une perte? Peut-être. Chaque affaire exige quelque chose, n'est-ce pas? On donne son esprit, ses nerfs, son âme, et en retour, on reçoit la vérité. Mais la vérité, Hastings, est une récompense des plus ingrates. Elle ne réconforte ni ne pardonne. » Il s'assit en face d'Hastings, les mains jointes sur ses genoux. La lumière du feu reflétait la bande dorée de ses boutons de manchette, le pli parfait de son pantalon. Même las, l'ordre de Poirot était absolu. « Je me suis souvent demandé, poursuivit-il doucement, pourquoi les hommes commettent de tels actes? Non seulement le meurtre, non, ce n'est que la dernière expression, mais les 1000 petites trahisons qui le précèdent, des mensonges pour protéger l'amour, des silences pour préserver la paix. Le monde les appelle bonté, et pourtant c'est cette bonté qui engendre le désastre. La vérité, Hastings, n'est jamais l'ennemi, c'est la lâcheté qui la précède, qui détruit. » Hastings l'observait attentivement. « Et pourtant, vous les plaignez. » »« Bien sûr. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Parce que je me reconnais en eux. Nous trompons tous par petites touches. Moi aussi je crée une illusion. Le grand Hercule Poirot, le détective immaculé, l'homme qui sait tout. Mais sous cette symétrie, Hastings, il y a des fissures. Il y a la même peur. Le même désir de préserver l'ordre dans un monde qui se moque de cette tentative. » Il marqua une pause, attisant doucement le feu avec le tisonnier. « C'est peut-être pour cela que je recherche la vérité avec tant d'acharnement. Non pas pour punir les méchants, mais pour réconforter l'enfant effrayé qui sommeille en moi, celui qui ne supporte pas le désordre. » Hastings sourit tristement. « Tu es trop dur avec toi-même. Sans cet ordre, la moitié des crimes commis en Angleterre resteraient impunis. Ah, mais les crimes, mon ami, seront toujours résolus, par un homme ou un autre. Ce qui compte, c'est comment ils sont résolus. J'utilise la psychologie, pas la force, l'observation, pas la violence. Pourtant, malgré cela, je me demande parfois, suis-je un guérisseur ou un juge? Il leva brusquement les yeux. « Dis-moi, Hastings, quand on a trouvé Clara Vail, qu'as-tu ressenti ?» Hastings hésita. Pitié et colère. Elle méritait mieux. « Oui, » dit doucement Poirot. Et pourtant, si elle avait parlé plus tôt, si elle avait fui quand elle le pouvait, elle aurait peut-être survécu. C'est la cruauté de la vie, le bon atermoiement, le mauvais acte. Et entre les deux, l'innocent périt. La pluie s'intensifiait dehors, battant doucement contre les vitres. Poirot se renversa en arrière, le regard perdu dans le vide. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Vous savez, chaque crime commence par l'amour. Même l'avidité n'est que l'amour de la possession. L'envie, l'amour de ce qui appartient à autrui. Ce n'est pas la haine qui corrompt l'humanité, mais l'affection mal utilisée. Hastings ricana faiblement. « Tu deviens philosophe, Poirot. Bientôt, tu écriras des sermons. » Le sourire de Poirot revint, faible mais chaleureux. « Ah, mais non, je suis trop vaniteux pour être prédicateur. D'ailleurs, qui m'écouterait? Le monde admire les résultats, pas les réflexions. Alors je joue mon rôle, je nettoie le désordre, je pointe du doigt, je rétablis le calme.
La foule applaudit, le journal écrit, et quelque part, une autre tempête éclate. Tel est le cycle de l'ordre et du chaos. Et moi, mon cher Hastings, je n'en suis que le concierge. Il se leva et se dirigea vers son bureau. La lumière de la lampe éclairait une rangée de lettres soigneusement rangées, chacune scellée et étiquetée. Il en prit une, puis une autre, les réorganisant jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement alignées. « Tu vois ça ?» demanda-t-il doucement. « C'est ma paix, petite, précise, immuable. Dehors, le monde tremble de passion et de confusion. À l'intérieur, chaque chose a sa place. C'est ma façon de survivre. » Hastings sourit. « Et un jour, tu trouveras un monde si parfaitement ordonné que tu pourras enfin te reposer. » Poirot rit doucement. « Peut-être, mais si un tel monde existait, Hastings, je mourrais d'ennui. » Ils rirent alors tous les deux, doucement, brièvement. Le genre de rire qui lie l'amitié plutôt que de chasser le chagrin. Au bout d'un moment, Poirot se tourna vers la cheminée, où son reflet miroitait faiblement dans la glace au-dessus de l'horloge. La lumière du feu dessinait ses traits d'or et d'ombre, le visage ridé, le regard perçant, la précision impeccable de sa moustache. Il s'observa un long moment avant de parler. « Sais-tu ce que je crains le plus, Hastings ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'un jour, je résoudrai un mystère si complètement, si définitivement, qu'il ne restera plus rien à questionner, ni dans le monde, ni en moi-même. Alors peut-être, je disparaîtrai, car je suis fait de questions. Sans elles, je ne suis rien. » Hastings l'observa en silence, hésitant à parler. Finalement, il dit doucement « Tu ne seras jamais à court de mystères, mon vieux. Le monde s'en chargera. » Poirot sourit faiblement. « Peut-être avez-vous raison. Et quand ce jour viendra, quand la dernière question aura trouvé sa réponse, je repenserai à Hemsley, à Clara Vail et à tous ceux qui m'ont appris que la vérité n'est pas toujours synonyme de paix, mais elle est toujours nécessaire. » Il ajusta l'horloge d'une minute, alignant les aiguilles avec une précision irréprochable. « Voilà, » dit-il doucement, « le monde est à nouveau dans l'ordre, pour ce soir. » Le feu crépita une fois, doucement, comme pour acquiescer. Dehors, la pluie se transforma en brume. Poirot s'assit de nouveau près de la fenêtre, sa silhouette encadrée par la faible lueur de Londres. Hastings l'observait sans rien dire. À cet instant, le grand détective semblait non seulement un homme, mais un emblème, de la logique luttant contre le chaos, de l'ordre défiant la décadence. Et tandis que l'horloge sonnait 11 heures, son carillon se mêlant au dernier soupir de la tempête, j'ai compris que le véritable mystère que Poirot cherchait à résoudre n'était pas écrit dans le sang ou dans un motif, mais dans la conception fragile du cœur humain, le modèle qui se brise, guérit et se brise à nouveau, mais qui, d'une manière ou d'une autre, perdure. Poirot se tourna légèrement, d'une voix douce mais claire. « Tu vois, Hastings, même quand tout est dit et fait, le souvenir demeure. Et dans le souvenir, il y a à la fois punition et paix. » Puis, avec un sourire discret, il ajouta « Maintenant, mon ami, prends ton chapeau. Demain, il y aura une autre affaire, une autre énigme, et peut-être une autre vérité à découvrir. » Dehors, le brouillard engloutissait à nouveau la ville. Mais dans la petite pièce au-dessus des lumières, l'ordre régnait encore, parfait, fragile et vivant, soutenu par les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Chapitre 12. Le rideau se ferme. Le lendemain matin, après notre longue conversation, le monde semblait plus propre. Le brouillard s'était levé, et les rues de Londres scintillaient d'une clarté lavée, qui n'arrive qu'après la pluie. Poirot, impeccable comme toujours, était déjà habillé quand j'entrai dans le salon. Il astiquait son épingle à cravate en argent en fredonnant à voix basse. Un léger air belge dont je me souvenais vaguement des années passées,
Bon matin, mon ami, dit-il gaiement. Vous vous levez tard. Est-il possible que le grand capitaine Hastings devienne paresseux avec l'âge? J'ai ri en me servant un café. Tu as bien mérité un jour de repos, Poirot. Pour une fois, pas d'affaires en suspens, pas de cadavres, pas d'aveux. On pourrait profiter d'un peu de paix, non? Il sourit avec ce subtil mélange d'affection et d'ironie qui lui était propre. La paix, Hastings, est une chose qu'il faut créer, pas attendre. C'est une question de symétrie, pas de circonstance. Il posa l'épingle à cravate, se tourna vers la fenêtre et resta un instant immobile, songeur. « Sais-tu, dit-il doucement, ce que je trouve de plus beau dans la vie, qu'est-ce que c'est? Que chaque mensonge, chaque crime, chaque chagrin laissent une trace. Rien ne disparaît vraiment. Même les oubliés restent gravés dans notre mémoire. Une odeur, un mot, un geste. Ce n'est pas seulement l'esprit qui se souvient, Hastings, c'est le monde lui-même. » J'ai souri, pensant qu'il parlait encore de l'affaire Hemsley. « Tu rumines encore cette affaire ?»« Pas de rumination, dit-il. Réfléchir, il y a une différence. Ruminer perturbe l'esprit, la réflexion l'ordonne. » Il se retourna vers la pièce, les mains jointes. « L'affaire du manoir Hemsley, c'était un miroir, mon ami. J'y ai vu tout ce que j'ai passé ma vie à étudier, l'amour corrompu par la peur, l'honneur rongé par le secret, la mémoire détruite par la culpabilité. Et pourtant, au milieu de toutes ces ruines, il restait quelque chose de noble. Vous souvenez-vous de la lettre de Lady Hemsley? » J'ai hoché la tête. « Elle vous a écrit pour vous remercier. Elle a dit que vous aviez sauvé l'âme de son mari. » Poirot inclina la tête. « Ah oui. Cette lettre est toujours sur mon bureau. Elle parlait de la vérité comme d'une flamme, vive, douloureuse, et pourtant purificatrice. Et elle a raison. La vérité, Hastings, est le grand désinfectant de l'âme. Elle brûle, mais elle guérit. » Il se dirigea vers son bureau et en sortit un petit paquet d'objets enveloppés dans un mouchoir de soie. « Regardez, » dit-il en le déballant soigneusement. À l'intérieur se trouvait la montre fêlée d'Edmund Ray, le cadran réparé mais encore abîmé, et à côté, l'épingle à cheveux en émail bleu ayant appartenu à Clara Vale. « Ce ne sont pas de simples indices, dit doucement Poirot, ce sont des reliques, des symboles de ce que l'humanité refuse d'apprendre. L'une symbolisait l'avidité déguisée en amour, l'autre, le courage né trop tard. À elles deux, toute une tragédie. » Il reposa délicatement les objets sur le bureau. Pourtant, ils représentent peut-être aussi l'espoir. La montre est cassée, certes, mais elle fonctionne toujours. L'épingle à cheveux est tordue, mais elle capte encore la lumière. C'est ça l'humanité, Hastings, endommagée, mais pas détruite. Pendant un moment, nous restâmes silencieux. L'horloge tic-taquait doucement. Dehors, la ville bourdonnait d'une indifférence infinie. Le regard de Poirot s'attarda sur la montre réparée, son expression indéchiffrable. « Dis-moi, Hastings, dit-il enfin, pour qui me prends-tu? Un détective, un philosophe, un homme qui se mêle des malheurs des autres ?» J'ai souri faiblement. « Tu es tout cela, Poirot, et plus encore, tu es la conscience que le monde oublie sans cesse. » Il rit doucement, pas son petit rire sec habituel, mais quelque chose de plus doux. « Ah, tu me flattes, mon ami. Mais tu as peut-être raison. Je remets de l'ordre non seulement dans les faits, mais aussi dans l'âme. Je remets de l'ordre là où l'émotion a semé le chaos. C'est là mon art, non pas la déduction, mais la restauration. » Il se détourna et se versa une tasse de chocolat. Et pourtant, je ne suis pas aveugle à l'ironie. Malgré toute mon autorité, je vis seul. Malgré toute ma logique, je ressens profondément. Je résous des crimes, mais jamais mon propre mystère, celui du cœur, c'est la vie. Il sirota son chocolat pensivement, puis leva vers moi des yeux presque lasses. Je me demande parfois, Hastings, quand viendra le temps où les petites cellules grises
trouveront le repos. Mais peut-être n'arriveront-elles jamais. Peut-être que même après mon départ, elles perdureront dans le cœur de ceux qui ont appris à penser, à voir, à chercher la vérité. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table, le petit homme méticuleux qui avait porté la vérité à travers un monde si souvent réticent à l'affronter. Et j'ai ressenti une révérence silencieuse. « Tu sais, Poirot, dis-je doucement, malgré tous tes discours sur la logique, tu es l'homme le plus humain que j'ai jamais connu. » Il inclina gracieusement la tête. « Et toi, Hastings, tu es le plus loyal. Entre raison et loyauté, nous formons peut-être une belle équipe. » Nous avons échangé un sourire discret. Puis Poirot se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, observant les nuages se dissiper et le soleil frapper la Tamise. « Regardez, dit-il, le monde se renouvelle toujours. Comme après Hemsley, après chaque chagrin. Il oublie, mais nous ne devons pas. » Il resta silencieux un long moment, puis dit, presque pour lui-même, « Savez-vous ce qu'est vraiment la mémoire, à mon avis ? Ce n'est pas la conservation des faits, c'est la formation de la miséricorde. Se souvenir correctement, c'est pardonner avec sagesse. » Je ne trouvais rien à dire, il n'y avait rien à ajouter. Il se retourna enfin, son regard croisant le mien, et son ton s'allège. « Viens, mon ami. Nous avons été bien trop solennels. Il y a un déjeuner chez Simpson, et j'ai entendu dire qu'ils servent le meilleur roast-beef de Londres aujourd'hui. Tu vas me rejoindre, non ?» J'ai ri. « Bien sûr. » Il sourit. Le sourire faible et satisfait d'un homme qui, pendant un bref instant, trouva le monde aussi ordonné qu'il le souhaitait. Alors que nous sortions dans le matin londonien, j'ai réalisé quelque chose que j'avais toujours su sans jamais l'exprimer. Hercule Poirot ne résolvait pas les mystères simplement pour révéler la culpabilité. Il les résolvait pour rappeler au monde que la vérité, aussi fragile soit-elle, était encore possible, que la raison pouvait tenir tête au chaos et la décence au désespoir. Et tandis que la lumière du soleil scintillait sur la rivière et que le grand détective marchait à mes côtés, impeccablement vêtu, d'une attitude impeccable, je savais que quelque part, dans le tic-tac de sa montre, dans le bourdonnement silencieux de ses petites cellules grises, le cœur de l'ordre battait toujours. Car même si chaque affaire doit prendre fin, l'esprit d'Hercule Poirot, l'esprit, la compassion, la quête incessante de la vérité, ne connaîtra jamais de repos. Pas tant qu'il restait encore un mystère dans l'âme humaine.